La paix soit avec vous. Chronique numéro 8. Petite introduction, analyse et interrogation pour qui essaye de comprendre aujourd'hui les contradictions des différents experts dans l'actualité économique. Alors je rentre dans le vif du sujet. Quand on prend l'ensemble des informations et des analyses qui sont faites par les experts dans l'économie, je dois dire que pour celui qui s'en approche, cela doit être déconcertant. L'analyse de leur discours, d'une manière générale, ils sont rarement d'accord entre eux. Ce qui est assez amusant, c'est que quand l'un explique qu'il faut diminuer les impôts, par exemple, ben l'autre insiste sur la nécessité de les augmenter. Maintenant, comment trouver, à travers tous ces experts, quel que soit leur bord, que ce soit des libéraux, des chantres du capitalisme, des marxistes, des socialistes, comment trouver une cohérence dans l'abîme réel de l'économie qui se définit aujourd'hui? Parce que quand nous regardons aujourd'hui les positions, elles sont diamétralement opposées. Par exemple, la sortie de l'euro. Pour certains, cela est une solution à la crise. Et pour d'autres, bien entendu, une catastrophe. Vous voyez comment les positions sont aujourd'hui vraiment bien marquées dans l'opposition. Pareil pour ce qu'il en est, je dirais, d'organiser le commerce international, hein, de lutter également contre le chômage ou de réduire la dette. Nous avons toujours les mêmes scénarios qui se répètent à chaque crise. Nous avons un plateau, alors entre les économistes mainstream dont le système s'est doté, et les iconoclastes, à savoir les économistes d'université qui se sont constitués, je dirais, en groupe d'études indépendamment du système, ben, si on fait bien attention, différents économistes avancent des arguments tous pertinents et pourtant contradictoires. Alors, ceci est une appréciation personnelle, mais je pense que, premièrement, l'économie n'est pas une science, comme beaucoup voudraient le faire croire, et dont les économistes, bien entendu, ne sont pas des scientifiques vivant dans, je dirais, dans leur bulle. Même si nous définissons comme science spéculative du réel ou du matériel, cela serait très très prétentieux de considérer que le communisme est scientifique ou que le capitalisme est scientifique. Nous avons eu effectivement dans le passé certaines propagandes dans cette direction, et c'est ce qui finalement a figé les idéologies et ne leur a finalement plus permis de pouvoir s'interpréter ou se réinterpréter. N'oublions pas également que toutes ces hypothèses, toutes ces idéologies, toutes ces théories reposent sur des hommes ou des femmes. Et quand bien entendu ces hommes sont nés dans des familles pauvres ou riches, qui ont vécu durant leur jeunesse dans une société marquée par la crise, ou au contraire, je dirais, le plein emploi, qui ont appris certaines valeurs et qui ont des croyances religieuses et politiques également, tous ont reçu des enseignements qui ont façonné leur façon de penser. C'est un aspect très important. Ils sont aussi le produit d'un environnement ambiant, historique, économique, mais sociologique.
Donc je dirais qu'en particulier, ces enseignements leur ont permis de développer une certaine représentation de l'économie. Quand je parle de représentation, je désigne l'image que l'on se fait de la réalité économique, et je dirais même à laquelle nous donnons le nom d'économie. Pour certains, par exemple, l'économie c'est le marché, comme le marché de fruits et légumes un samedi matin. Pour d'autres, l'économie, ma foi, c'est le chômage. D'autres encore voient l'économie comme un système qui exploite les ouvriers. Et d'autres enfin conçoivent l'économie comme un outil qui doit être mis au service de l'homme et de la société. Donc nous avons effectivement différentes approches de la conception de l'économie. Ça c'est un fait. Bien entendu, il est possible de penser que l'économie, c'est un peu tout cela, hein, ce qui n'est pas faux finalement au fond. C'est en fait la position, je dirais, globalisante de ce que les gens en font. Alors il y a aussi, il arrive que des personnes, y compris parmi les plus, je dirais, influentes, estiment que la représentation qu'elles se font de ce qu'est l'économie est la bonne, qu'elles disposent du bon modèle, de la réalité, à travers leur vécu, à travers leur réussite. Tout cela, bien entendu, concourt à des choix idéologiques. Alors, me direz-vous, comment penser la crise contemporaine, finalement? Car les analyses sont multiples, et comme je l'ai dit dans le début de ma chronique, les économistes sont en désaccord les uns les autres. Donc je vais essayer de traiter rapidement, succinctement, afin que vous puissiez comprendre, que ça ne soit pas trop crypté, les différentes conceptions. Par exemple, selon l'approche libérale, l'économie de marché ne peut spontanément entrer en crise si un déséquilibre se manifeste. C'est en raison d'une intervention extérieure. Donc les libéraux estiment que la crise actuelle est la conséquence de l'intervention des autorités américaines qui, au nom, je dirais, de l'accès de tous à la propriété, ont encouragé l'attribution de crédits immobiliers aux ménages pauvres. Ceci étant, lorsque ces ménages se sont retrouvés surendettés, on l'a bien constaté après, je dirais, la crise des subprimes, et que fatalement, par voie de conséquence, ils n'ont plus remboursé leurs crédits, ce qui a précipité finalement au fond l'effondrement du marché immobilier et des banques. La crise résulterait donc d'une intervention politique contrariant le bon fonctionnement du marché. Alors nous avons une position inverse. Par exemple, les keynésiens, donc les adeptes de Keynes, et les marxistes, donc les adeptes de Marx, qui insistent sur le fait que l'économie de marché est fondamentalement instable par essence. Ils pointent le caractère déséquilibré du mode de croissance américain, mais aussi européen, puisque, au fond, aujourd'hui, ces deux économies sont liées. Bien entendu, cette analyse s'impose dans des considérations contemporaines. Ils traduisent également par le fait que les salaires n'augmentent pas aussi vite que les richesses produites. Certes, l'endettement a permis un temps de masquer cet écart entre offre et demande en permettant aux ménages d'acheter des marchandises produites par les entreprises. Mais à long terme, ce système n'est pas viable. Le moment où les ménages ne pourraient plus continuer à s'endetter, et bien finalement, au fond, cela est arrivé. Puisque même, pour ce qu'il en est de la France par exemple, des commissions de surendettement ont été mises en place pour étudier les dossiers de ceux qui ne s'en sortent plus. Toutefois,
Je dirais que les marxistes se distinguent des keynésiens en insistant sur le rôle central de la finance dans ces évolutions. Si les entreprises ont autant lutté contre la hausse des salaires, c'est notamment parce qu'elles étaient soumises à une recherche de rentabilité maximum. Et ça dans un terme, déjà, je dirais, dans un temps assez court. Bien entendu, conditionné et imposé par les fonctionnaires, par les actionnaires. De plus, je dirais que la dérégulation de la finance porte en elle les crises. Le relâchement, je dirais, distinguible des contraintes et des contrôles ayant par exemple encouragé le comportement ou les comportements de fraude. Car quand une société est en crise, apparaît effectivement la corruption. Surtout quand l'économie est au plus bas. Enfin, le pouvoir de la finance est également un pouvoir politique, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, l'économie est adjacent aux politiques, ce qui est un phénomène, je dirais, assez récent. Et n'oublions pas que ce phénomène pèse considérablement sur le processus, je dirais, législatif. Alors de ce fait, les marxistes, d'une manière générale, pointent la nécessité de domestiquer la finance, quand d'autre part les keynésiens recommandent surtout des plans d'investissement comme solution à la crise. Enfin, n'oublions pas également, je dirais, l'approche humaine et écologique euh, relève l'insoutenabilité du mode de croissance actuel. Tout ce petit monde, enfin tous ces économistes, les hausses des prix des matières premières, donc à savoir le pétrole, de l'alimentation, ont joué un rôle majeur, je dirais, dans le déclenchement de la crise en affectant le pouvoir d'achat des ménages, ce que, par voie de conséquence, a réduit leur consommation et, in fine, bien entendu, précipité l'économie dans la récession. Mais surtout, un aspect majeur, c'est que cette crise était inscrite dans le mode de fonctionnement actuel de l'économie. Je dirais qu'elle l'avait dans sa propre ADN. Et n'oublions pas, dans le mode de fonctionnement actuel de l'économie, qui repose sur une surexploitation des ressources naturelles et qui délite le lien social. Il est donc nécessaire de passer à un mode de développement soutenable sur le plan écologique, humain et social. Comme on peut le constater, je dirais les différentes représentations présentées dans mon exposé, je dirais, apportent chacune leur pierre à la compréhension de la crise. Je dirais que on peut partir du fait que la politique du gouvernement américain a alimenté des déséquilibres de marché, puis replacé cette observation dans un contexte plus large, de l'insuffisance des revenus des salariés, qu'on peut appeler plus vulgairement le circuit. Faire un pas de plus en expliquant ce déséquilibre par la domination de la finance débridée, ce qu'on appelle le pouvoir aujourd'hui, qui n'est plus dans la main des États, mais pour finalement rappeler le caractère socialement et écologiquement insoutenable de nos économies, ce qu'on qualifierait comme société et environnement. Cependant, je dirais que les représentations de l'économie ne sont pas des poupées russes que l'on peut emboîter au gré du vent. En effet, chaque approche repose sur une façon de penser la réalité. De ce point de vue, je dirais que nous sommes en présence de représentations concurrentes du monde, ainsi que le montre, par voie de conséquence, la question du chômage. Nous avons aujourd'hui des représentations qui s'opposent. Pour les libéraux, par exemple, si les entreprises n'embauchent pas, c'est d'abord en raison du poids de la législation qui les contraint dans leurs décisions d'embauche et de licenciement. C'est une des raisons pourquoi ils veulent alléger, pour exemple, le code du travail en France, selon eux, qui garantirait le plein emploi. Disons que le second accusé est le coût du travail jugé trop élevé. Il conviendrait par exemple de revenir à la semaine
de 35 heures et de faciliter les licenciements tout en, je dirais, abandonner les 35 heures, donc revenir sur la semaine des 35 heures, faciliter les licenciements tout en réduisant les cotisations sociales qui sont plus communément appelées, je dirais, les charges. Alors, selon eux, une telle politique accroîtrait la compétitivité des entreprises qui pourraient finalement, au fond, alors exporter et développer l'emploi. Alors si, à l'inverse, nous prenons en compte, je dirais, l'approche keynésienne, si les salaires diminuent, la consommation s'effondrera et le chômage augmentera, in fine. La baisse du coût de travail précipite l'ensemble des pays dans une course frénétique à l'abîme, où chacun essaye de réduire le coût du travail plus rapidement que ses voisins. Pour les keynésiens, il faut investir dans l'éducation, les infrastructures et la recherche. Cela permettra bien entendu à long terme d'accroître la qualité des produits et à court terme de stimuler la demande, ce qui poussera finalement au fond les entreprises à embaucher et à investir à leur tour. Troisième position, les marxistes. Pour les marxistes, la cause première du chômage est un partage des richesses défavorables aux salariés. Les profits ayant atteint des niveaux sans précédent, il serait donc possible d'accroître les salaires en réduisant les dividendes et en limitant bien entendu sévèrement les plus hautes rémunérations. Les économistes marxistes ou marxiens souhaitent mieux protéger les salariés dans leur emploi et accroître leur pouvoir de décision. Enfin, il faudrait selon eux mettre fin à la capture de l'État par des groupes d'intérêts privés tels que la finance ou la filière nucléaire par exemple. Et sans oublier d'assurer le contrôle public des grandes fonctions économiques qu'on appelle l'énergie, le logement, la finance, l'éducation, le transport, la santé. Enfin, tout comme les keynésiens, les économistes écologistes estiment que la hausse de l'emploi nécessite de vastes investissements collectifs, notamment dans l'isolation, la production d'énergie et les transports. Mais ils insistent sur la nécessité de transformer radicalement nos modes de vie, en réduisant bien entendu le temps de travail, en développant des circuits locaux de consommation, notamment en encourageant des réseaux de solidarité, en construisant des biens durables, etc. Aux marxistes, par exemple, de faire de la croissance et de l'intervention de l'État la solution à tous les problèmes. Quand il faut rompre avec le productivisme et permettre à la société de se défendre et de s'organiser elle-même. Avec cette dernière représentation, on s'éloigne le plus possible de l'approche marchande qui constitue finalement au fond notre point de départ. Alors, comment trouver, je dirais, des représentations alternatives? Alors si nous prenons en compte la crise actuelle, ce mode de pensée continue à régner dans les universités, les institutions internationales ou les ministères. De même, dans le débat public, il est en général demandé aux hommes et à la nature de se plier aux exigences de l'économie. Comme le disait déjà à l'époque Polanyi, le libéralisme économique s'est développé en une véritable foi. Et je le constate autour de moi. Et d'autres peuvent en voir, je dirais, les signes avant-coureurs. Alors, pourquoi oui, c'est ça, Polanyi considère qu'effectivement euh, cela devient presque un sacerdoce, voire même une religion. Bah pour lui, il considère que la société économique est soumise à des lois qui ne sont pas humaines. Alors, bien qu'effectivement, quand on dévide la pelote libérale petit à petit, afin d'arriver progressivement à prendre les questions par le bout ou le bon bout,
celui de l'épanouissement individuel, de l'harmonie de la société et du respect de la nature. Précisons que le modèle ainsi obtenu, tout d'abord la représentation en termes de circuit, nous fournit la représentation de base de l'économie, que l'on conservera ensuite celle des flux monétaires entre les principales institutions économiques, donc État, banques, entreprises, mais en définitive les ménages. Et à cette représentation en deux dimensions, on ajoute ensuite la dimension verticale des rapports de pouvoir, ceux qui existent à la fois au sein de chaque institution et entre elles. On obtient ainsi une représentation de l'économie alliant circulation des richesses, donc les circuits, et inégalité, ce qui peut se traduire par les pouvoirs environnants. Puis, gardez bien ce que je vous ai expliqué à l'esprit, on replace cette vision de l'économie dans un cadre plus large. Il faut alors ajouter les relations entre le circuit et l'environnement naturel en faisant apparaître les entrées de matières premières et d'énergie et les rejets polluants. Bien entendu, aux flux monétaires habituels s'ajoutent des flux d'énergie. Puis, on enrichit la définition de chaque agent économique en remarquant que les entreprises sont aussi des communautés humaines, que les individus ne sont pas que des consommateurs, des entités économiques, ou des homo economicus, comme disait Ezra Punt, ou des travailleurs, et qu'ils existent de nombreuses, je dirais, relations de solidarité et de coopération que les flux monétaires ne peuvent mesurer, ce qui est quelque part un peu un problème. Alors au terme de cette démarche, on obtient un modèle de l'économie dans lequel l'approche en termes de marché passe du statut de représentation dominante à celui de représentation subordonnée. Vous direz, le marché de la tomate existe toujours, mais il est désormais replacé dans le circuit. Les consommateurs ont-ils un revenu suffisant pour acheter des tomates? De même, les rapports de pouvoir, par exemple, entre producteurs et grande distribution, ou entre employeurs et salariés, sont pris en compte. Enfin, l'analyse, je dirais, inclut les aspects environnementaux, ce qu'on appelle la qualité des produits, la pollution, la soutenabilité. Ainsi, nous disposons d'un guide d'analyse économique complet, ce qui nous permet de proposer une alternative globale, je dirais, au modèle ambiant. Alors, la force du raisonnement marchand tient à sa capacité à fournir à la fois une philosophie générale, le libéralisme, et un outil d'analyse tout-terrain applicable à tout problème économique et social. Il faut donc proposer une représentation économique capable de le remplacer sur deux plans. Je m'explique. Ce que ni le keynésianisme ni le marxisme orthodoxe n'ont pu faire, l'approche keynésienne était une gestion pragmatique de la sortie de la guerre ou des crises économiques, et pour répondre à des déséquilibres macroéconomiques qui ne fournissaient ni philosophie générale ni analyse des marchés particuliers, à une époque où le marxisme a pu constituer cette alternative. Malheureusement, il a échoué en partie à cause de son orientation économiciste, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a déclaré que le marxisme ou que l'économie marxiste était scientifique, ben finalement au fond, la messe est dite, et la possibilité de nouvelles analyses était interdite. Et c'est une des raisons pourquoi l'URSS s'est effondrée, incapable de pouvoir se renouveler. Alors aujourd'hui, je dirais qu'il nous semble que l'analyse humaine et environnementale, héritée de Polanyi, propose une alternative cohérente. Elle propose tout d'abord une vision du monde et de la société qui donne une place à chacun dans la société et à notre environnement.
De plus, elle propose des indicateurs qualitatifs absents des autres analyses, ce qui lui permet de nourrir un débat sur les différentes formes de production ou d'échanges souhaitables et efficaces. Enfin, je dirais qu'elle inspire et se nourrit de multiples initiatives déjà à l'œuvre au nord comme au sud, en faveur, je dirais, d'une agriculture responsable, de monnaie locale, de logements accessibles et durables, de réseaux de soins, de finances solidaires, de coopératives, de production. Alors nous disposons donc d'ores et déjà d'outils intellectuels et pratiques nous permettant au niveau local, national, européen ou mondial de mettre l'économie au service de l'homme, de la société, de la nature. Cependant, pour que ce projet se concrétise, il faut, comme le disait Keynes, commencer par échapper à cette idée ancienne qu'est le libéralisme. C'est à ce quoi, je dirais, nous devons contribuer pour aller plus loin. Ceci, bien entendu, est une réflexion à partir de pas mal de travaux, réflexion personnelle à partir de pas mal de travaux. Donc, je pense qu'il faut repenser l'économie. Il ne faut pas retirer ce qui a fonctionné dans le capitalisme et prendre en compte ce qui a pu aussi également fonctionner dans le marxisme. C'est de trouver une troisième voie. Donc, tout n'est pas à jeter. Toutes les écoles sont d'intérêt, je dirais, sont d'intérêt public. Hein, aussi bien le capitalisme est bon à étudier, le marxisme. Donc, j'essaye de trouver une voie médiane. C'est pas toujours facile, mais voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce petit exposé, petit essai sans prétention.